Dès l'âge de 8 ans, Victor Morin a su qu'il voulait travailler avec les animaux. C'est tout naturellement que ce passionné du loup s'est intéressé aux chiens. Aujourd'hui, il est éducateur canin et comportementaliste animalier. Son métier est important parce qu'il permet aux humains et à leurs animaux de se comprendre pour mieux vivre ensemble. Victor Morin fait souvent face à des situations compliquées. Pour nous permettre d'en savoir plus, il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Victor. Bonjour. Croiser le regard d'un loup vous a amené à vouloir travailler avec les chiens. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'était un moment extraordinaire où je m'ennuyais ferme. J'étais en parc animalier, j'avais 8 ans, je m'ennuyais terriblement. Et puis il y a un loup blanc qui est arrivé, qui m'a regardé, il était à 1 mètre, droit dans les yeux, j'ai compris quelque chose. Donc j'ai dit je vais travailler avec le loup. Loup et chien, Canis lupus, c'est la même famille. Quand on rencontre le regard d'un loup ou d'un chien loup, ça laisse absolument jamais indifférent. Mais toute la communauté des adultes, y compris les profs du collège, m'ont dit « Ah bah non, mais travailler avec un loup, c'est pas possible ». Si j'avais été un tout petit peu plus vif d'esprit à l'époque, j'aurais dit « Mais attendez, les gens qui travaillent en parc animalier avec les loups, ils travaillent pas avec les loups. Les dresseurs animaliers au cinéma, ils travaillent pas avec les loups. » Sauf que j'avais une tante, que j'ai toujours une tante, qui était éleveuse de chiens. Donc je dis, bah tiens, je vais travailler avec les chiens. On m'a dit, c'est pas possible. Bon, je me suis opposé à toute la communauté des adultes. Aujourd'hui, bah voilà, l'amour des chiens, j'en suis là. Mais tout au long de ma carrière, tout me ramenait vers le loup. Chaque fois, ça me tire, ça me ramène vers le loup, ça me ramène vers le loup. L'histoire explique tout. Pour expliquer un comportement, on va fouiller dans l'histoire de l'individu. Donc moi, je fouille beaucoup. Et je me suis retrouvé, l'ancêtre du chien, c'est le loup. Et je me suis retrouvé à étudier le comportement du loup. Aujourd'hui, j'étudie le loup, j'interagis avec le loup, je rencontre le loup régulièrement. Le chien a des besoins naturels, pouvez-vous nous les expliquer ? Manger, boire et dormir, pour commencer, tout simplement. Le chien, ça va aussi avoir des besoins de sécurité. Très souvent, quand j'arrive dans des familles, le chien, il n'a pas de lieu de paix, il n'a pas de lieu de repos, où le panier est en plein milieu du passage. Parfois, il y a des cages ou des niches, je trouve des enfants dans les cages, moi ça m'énerve ça. Quand je trouve un enfant dans la cage ou dans la niche du chien, ça m'énerve. Ça, c'est la première chose que je dis, tu dois en voir. Le chien, il a besoin d'un endroit pour se reposer, d'un endroit tranquille. Ils aiment bien les routines. Les loups, au quotidien, ils ont une routine. Ils ont souvent toujours la même chose de leur journée. Les chiens, ils aiment bien ça. C'est apaisant et ça favorise l'obéissance. Moi, les chiens à la maison savent que quand je viens à telle heure, c'est pour faire ça. Par exemple, tout à l'heure, quand je vais rentrer, je vais ouvrir la porte du parc. Elles vont aller directement dans la cuisine pour avoir leurs gamelles, puis dans leur atelier pour avoir les gamelles, puis je vais aller nourrir les garçons en parc, puis je vais revenir et les chiens vont retourner en parc. C'est une routine. Donc ça favorise l'obéissance, mais ça favorise aussi l'apaisement. Le chien, c'est pas fait pour vivre tout seul. Pour moi, c'est une bêtise d'avoir un seul chien. Commercialement parlant, c'est très très bien, mais c'est une bêtise d'avoir un seul chien. Moi, je pense qu'il faudrait minimum en avoir 2. Comme c'est une bêtise pour moi d'attendre que notre chien meure pour adopter un chiot. Le meilleur éducateur canin, c'est pas nous, c'est un chien. Le vieux chien, il est éduqué, c'est bon, il sait. C'est lui le meilleur pour éduquer un chiot. Pourquoi on attend qu'il meure et que son savoir, son expérience disparaissent pour adopter un nouveau chiot et devoir tout recommencer et devoir galérer derrière? Il y a certains chiens, ils ont des besoins d'utilité. Mon chien de travail à la maison, Xum, c'est un chien rapporteur de gibier. C'est un chien qui a besoin de rapporter quelque chose. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Les border collies, c'est des chiens qui sont de conduite de troupeau. Donc quand on nous dit, alors ça m'énerve, cette dame c'est une source d'inspiration infinie, et qu'une ferme est un environnement trop anxiogène et trop stimulant pour un border collie, je me permets de rappeler à cette dame que le border collie est un chien de ferme et un chien de conduite de troupeau. Donc ça, c'est des chiens qui ont besoin de conduire un troupeau. Il y a vraiment des chiens qui ont besoin d'utilité, qui ont besoin de se sentir utiles. Votre métier vous a appris à bien communiquer avec les chiens. Quelles sont les choses importantes à bien faire pour les éduquer ? Il faut comprendre ce que c'est que l'éducation. L'éducation, c'est l'apprentissage de la vie, c'est l'apprentissage des bons comportements au quotidien. Comment je me comporte dans la vie. Communiquer et éduquer, c'est 2 choses différentes, mais qu'on ne peut pas dissocier. C'est-à-dire qu'ils vont ensemble. Pour éduquer, je suis obligé d'expliquer, donc de communiquer correctement. Il faudra que je sois clair. Si je suis pas clair, l'individu comprend pas, il fait n'importe quoi, ça marche pas. Il va falloir prendre en compte le point de vue du chien. Donc il y a 2 jours, il pleuvait, les sols étaient gorgés d'eau, et j'avais une chienne qui refusait catégoriquement de rentrer dans son parc. L'autre qui est rentrée à contre-cœur, et les 2 labradors, elles étaient à l'entrée de leur pièce de nuit, et puis je veux pas avancer. En réfléchissant un petit peu, je me suis aperçu qu'en fait, il pleuvait, donc voilà, elle voulait pas rentrer dans le parc. Donc simplement en prenant en compte l'opinion et le point de vue du chien, on fait des miracles en obéissance. Il y a 2 mots qui sont absolument essentiels en éducation, mais qu'aujourd'hui on oublie. C'est le bon sens. Évidemment,
Quand il fait moins 15 degrés, je mets pas un chihuahua dehors. Quand il fait 40 degrés, je vais pas mettre un montagne des Pyrénées ou un bouvier bernois dehors dans un parc en plein soleil. C'est un tout petit peu de bon sens. Quelles sont les races de chiots qui vont apprendre le plus vite à bien se comporter dans une maison et avec des humains ? Chaque chien est différent, chaque race est différent, chaque individu est différent et à chaque fois c'est unique. Alors évidemment, j'ai rencontré quelques imbéciles. J'ai rencontré un basséoun qui comprenait pas que s'il a la patte sur son oreille, il peut pas avancer, la solution c'est juste de lever la patte. Qu'est-ce que je fasse avec ça ? L'autre jour, j'ai rencontré un monsieur qui m'appelle, qui me dit mes 2 bulldogs français se battent, est-ce que je peux les remettre ensemble et comment je fais ? Je sais pas, je les connais pas, j'en sais rien. Puis quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était juste 2 imbéciles qui réfléchissaient pas. Bon, dans ce cas-là, il va être un peu plus ferme, etc. Bon, il y a certaines races qui sont effectivement moins adaptées à la vie en maison. Quand on a un Alaskan Husky, l'Alaskan Husky, c'est le chien de traîneau. C'est pas fait pour vivre à la maison, c'est fait pour vivre à l'extérieur par moins 15 et tirer un traîneau pendant des heures. Ça, c'est moins adapté à la maison. Il y a d'autres races qui sont un petit peu plus adaptées. Le Labrador. Le Labrador, c'est un chien de maison, hein. Mais de Labrador, elles vivent sur le canapé, et puis si on les écoutait, elles passeraient leur vie sur le canapé. Le seul moment où elles sortiraient du canapé, c'est pour aller faire pipi et pour manger la gamelle. Non, on reste sur le canapé, on bouge pas. Il y a des cas un petit peu plus particuliers. Le chien loup, c'est pas un chien, c'est pas un loup. C'est entre les deux, c'est un chien loup. Ça, c'est une race, si vous ne savez pas faire les choses correctement, vous avez des problèmes. Par contre, si vous faites les choses correctement avec un chien loup, ça devient très facile, ça devient un chien formidable. Il y a certaines races qui sont pas forcément super adaptées pour la maison. Quand on parle de malinois, par exemple, moi j'en ai ras la cacahuète des malinois. J'en vois partout et à chaque fois, je tombe sur un problème. C'est très rare que je rencontre un malinois qui ne pose pas de problème de quotidien à la maison. Pourquoi ? Parce que le malinois, c'est un chien de travail. Pas un chien de compagnie, c'est un chien de travail. Certains individus sont très très bien à la maison. Attention, la plupart des malinois posent des problèmes à la maison parce que les gens les considèrent comme des chiens de canapé alors que non, vous avez un chien d'attaque dans les mains, messieurs, dames. En fait, aucune race n'est plus adaptée que les autres. C'est simplement mon quotidien qui va rendre cette race ou celle-ci plus adaptée ou moins bien adaptée. Un musher, il n'a pas besoin d'un labrador ou d'un chihuahua, il a besoin d'un Alaskan Husky. Une famille avec enfants, un Alaskan Husky va avoir des problèmes. Mieux prendre un labrador. Les chiens peuvent rapidement prendre des mauvaises habitudes. Comment faites-vous pour rééduquer les chiens adultes ? C'est difficile ? C'est pas mon chien, c'est pas mon problème. Ça peut être très difficile à entendre, mais ça donne un bon coup de fouet. C'est pas moi qui vis avec le chien. Moi, la plupart des chiens, en quelques secondes, parfois en quelques minutes, le problème est réglé. Et je vais faire ce qu'il faut. Je dis à mon pote, on arrête les conneries, ça règle le problème. La plupart du temps, en quelques secondes. Le record, c'est 10 secondes. Stop, t'arrêtes tes conneries. Problème réglé. C'est pas mon chien, c'est pas mon problème. Donc moi, je vais chercher à comprendre ce qui se passe dans un premier temps, puis je vais me faire comprendre. Il y a des chiens, ils m'aiment pas d'entrée. Avec moi, tu pourras pas faire ça. Parce que moi, je suis pas d'accord. Chercher à me faire comprendre. La difficulté, en fait, ça va dépendre du point de vue. Ça va dépendre de chacun, mais ça va aussi dépendre du contexte. Il y a des gens, en fait, ils se rendent pas compte quand on a une dame de 66 ans qui est toute douce, toute gentille, qui est épuisée parce qu'elle est en rémission de cancer du sein, qui a une labrador de 6 mois dans les mains, qui est hyper active, hyper sportive. Je suis désolé, madame, c'est peut-être pas le bon chien. Donc là, effectivement, je vais me retrouver dans des situations qui sont un peu dans l'impasse. Quand je me retrouve avec une dame qui vit toute seule, qui est handicapée, qui a 76 ans, qui nous a pris un bosseron, je dis, madame, je fais pas de miracle, c'est peut-être pas le bon chien. J'ai eu beau dresser le chien, multiplier les séances, avec moi il est nickel, mais avec madame, voilà. Donc souvent, c'est les gens que je vais guider, c'est sur l'humain que je vais travailler. Je vais les guider et je vais ramener les chiens et l'humain tout doucement vers la normalité. Et parfois, je vais être plus ferme, parce qu'il y a des fois, les gens sont en danger. Il faut arrêter vos conneries. À Chalon-sur-Saône, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit à cette dame, il faut vous réaliser la dangerosité de votre chien, il faut réagir maintenant. Tout de suite là, vous réagissez, sinon moi je vais à la mairie, je déclare votre chien dangereux. La dame a pleuré, j'ai consolé, on a fait ce qu'il faut pour sécuriser la situation, et la situation s'améliore aujourd'hui. Attention, la rééducation, c'est corriger un traumatisme, c'est corriger un comportement déviant qui pose vraiment problème. C'est une expertise particulière, c'est un travail particulier, c'est vraiment une discipline particulière. Moi, je suis comportementaliste et je suis éducateur, je ne suis pas rééducateur. Tout ce qui va être rééducation simple, je vais aller y faire. Tout ce qui est rééducation complexe, un chien très agressif, un chien qui a un traumatisme, moi j'y vais pas. Je vais résoudre l'énigme, je vais expliquer ce qui se passe, je vais donner mon avis, je vais sécuriser la situation et après j'envoie chez des collègues qui sont plus spécialisés là-dedans. Pourquoi la confiance est-elle importante dans la relation entre un chien et son maître ? Est-ce que tu accepterais de cohabiter avec moi si tu n'as pas confiance en moi ? Est-ce que tu accepterais de dormir dans la même pièce ou la même maison que moi si tu n'as pas confiance en moi ? C'est aussi simple que ça. Quelle est la différence entre le métier d'éducateur canin et le métier de comportementaliste ?
L'éducation, c'est le comportement du quotidien, la découverte du monde. L'éducateur canin, c'est ça. Je vais vous accompagner dans l'éducation de votre chien. Parfois dans la correction, dans l'éducation de votre chien. Dans l'obéissance de base. Assis, couché, pas bouger, rappel, laisse. Obéissance de base. Après, on va entrer dans le dressage, qui est différent. Le comportementaliste, c'est un expert du comportement. Alors attention, si vous voulez être comportementaliste, vous allez à l'URSSAF, dans 1 heure vous l'êtes. Dans 1 heure, vous pouvez être comportementaliste. Ou alors, c'est des années et des années d'études, de travail, de terrain, avant d'espérer atteindre la compétence. Le comportementaliste, c'est un professionnel du doute et du questionnement. Quand je rencontre une nouvelle meute de loups, un nouveau chien, je ne connais pas le chien, je ne connais pas la meute de loups, je connais rien, je sais pas dans quoi je mets les pieds. Je vais devoir apprendre. Je vais devoir chercher à comprendre. Donc le comportementaliste, c'est un professionnel de la compréhension. Faut pas confondre avec éthologue, qui est un scientifique du comportement. Que fait un comportementaliste pour résoudre un problème, par exemple avec un chien agressif? L'une des premières choses que j'apprends aux stagiaires, c'est écoute, t'es dans l'action, tu agis. Tu réfléchis pas. T'as un problème, tu le règles. Tu sécurises. Tout de suite, maintenant là. T'as pas le temps de te poser les questions. Les questions, on les posera après. C'était pas la bonne décision. C'était un comportement qui est maltraitant. Je m'en fiche. T'as sécurisé la situation. Tu agis. Et après, tu te poseras les questions pour adopter un autre comportement si cette situation se reproduit. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Ensuite, on va réfléchir. Donc la plupart du temps, je vais chez les clients, je sécurise la situation, après je me pose, on réfléchit, on va utiliser l'éthologie qui est la science du comportement, puis aussi une bonne dose d'intuition. Je vais chercher à communiquer avec l'individu, mais je vais aussi chercher des compromis pour désamorcer la dispute ou désamorcer le problème. Je vais pas chercher la perfection, je vais chercher quelque chose qui fonctionne. Quand on parle un autre langage, quand on parle avec un chien ou un loup ou un lapin, on parle un autre langage. Il n'est pas nécessaire de maîtriser, faut juste se faire comprendre et comprendre. Est-ce que vous comprenez la langue d'un chien? C'est pas une langue, c'est une manière de communiquer. Il n'y a pas de code canin. C'est juste une manière de communiquer. On a tous notre manière de communiquer qui est unique. Seulement, on a appris à communiquer de cette manière-là, et c'est cette manière qu'on a trouvée qui nous permet de nous faire comprendre. Et ça change tout au long de notre vie. Moi, je communique pas de la même façon aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Mais vous, c'est pareil. Est-ce que je comprends le chien? Il y a des chiens que je comprends pas. Il y a des chiens que je comprends très bien, il y en a d'autres que je comprends pas. Parfois, les chiens font peur. Dans quelle situation vous êtes-vous senti en danger? Il y a 2 situations précises qu'on peut parler. Il y a un peu plus d'1 an, un monsieur qui m'appelle pour son malinois. Je suis désolé, mais encore un malinois. Je suis arrivé, c'était une cité, un appartement au rez-de-chaussée. Mais vraiment, pour rentrer dans l'immeuble, il fallait passer devant l'appartement de ce monsieur. Je toque à la porte, il y a un chien qui se met à hurler derrière la porte. Monsieur m'ouvre la porte, il tenait son malinois par le collier, il lâche le malinois. Ah bah, le malinois m'a attaqué immédiatement. J'étais obligé de me défendre et de me réfugier dans ma voiture le temps que monsieur récupère son chien. Là, j'étais en danger. Une autre situation, c'était un berger allemand, une éleveuse qui a récupéré ce chien, qui est né chez elle, et le propriétaire a fait n'importe quoi, m'a demandé de venir donner mon avis. Alors, j'ai jamais été véritablement en danger. Par contre, le danger était très clair, c'est-à-dire que le chien était derrière son enclos, le danger était très très clair. Le message, c'est pas une langue, c'est un message. Le message était très très clair. S'il arrive à passer par-dessus l'enclos, si j'entre dans l'enclos, si j'ouvre la porte, s'il sort, je suis mort. C'était très clair. Le doute n'était pas possible. Il y a certains chiens qui peuvent être tristes et déprimés. Qu'est-ce qui peut causer ce genre de situation? Plein de possibilités. Ça peut être la perte d'un compagnon, ça peut être la perte ou le départ des chiots. Parfois, on a des situations un peu plus compliquées comme les grossesses nerveuses. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. On va pas commencer à aborder ça. Moi, j'ai fait pleurer un chien loup une fois, ce qui m'a embêté. Il faisait n'importe quoi, ça m'a gonflé. J'ai envoyé un message où je l'ai rejeté. Sauf que mon meilleur pote, il me rejette. J'ai le droit à pleurer. Après, il a cherché toutes les solutions pour se réconcilier avec moi. Donc en fait, ça dépend du chien, ça dépend de la situation, ça dépend de l'individu. Pourquoi certains chiens font beaucoup de bêtises quand leurs maîtres ne sont pas là? C'est une bêtise pour toi, pour le chien c'est rigolo. Dans le parc des filles, je leur ai mis un morceau de mon canapé qui est cassé, en fait il est tordu. Je leur ai mis, elles sont contentes. Quand je suis arrivé ce matin, il était en miettes. C'est une bêtise? Non, c'est juste rigolo. Donc souvent c'est simplement pour s'occuper. Le chien s'ennuie, c'est drôle, je le fais. Voilà. Pour d'autres, c'est de l'anxiété. Ça c'est différent. Pouvez-vous nous expliquer des cas où les maîtres n'ont pas bien accepté vos remarques? J'en avais des tonnes. Le plus choquant, un monsieur qui m'a fait venir pour un berger allemand qui avait mordu un enfant. Alors attention, l'enfant était défiguré, analyse comportementale, etc. Je me suis aperçu en fait que c'était pas l'enfant de la famille, toute la communauté adulte ne pouvait pas le supporter, qui l'embêtait, que c'était un harceleur envers les autres enfants. Le chien était couché à sa place dans un coin du salon. L'enfant lui a lancé le ballon dessus. Donc l'enfant a lancé le ballon sur le chien, alors que toute la communauté adulte venait de s'énerver sur cet enfant-là. L'enfant est venu et a poussé le chien pour récupérer son ballon, le chien a mordu. Le chien avait raison. Le chien avait raison.
Je me suis fait mettre dehors par monsieur. Une fois, je me suis retrouvé face à un tout petit Jack Russell qui est extrêmement dangereux. J'ai expliqué de A jusqu'à Z avec les preuves, en faisant des expériences, montrant que le chien était prêt à m'attaquer à la moindre perte de vigilance de ma part. Madame m'a mis dehors. 3 semaines plus tard, le chien mordu était euthanasié. La plupart du temps, les gens n'acceptent pas la vérité, n'acceptent pas la réalité. Et il suffit qu'aujourd'hui, qu'on sorte de ce qu'on appelle l'idéologie positive, l'idéologie de bien-être animal, l'idéologie de protection animale, pour revenir dans la réalité, pour être immédiatement jeté au bûcher. Immédiatement. Aujourd'hui, avec les idéologies, si je ne suis pas 100% positif, bien-être, etc., que je dis là, faut dire non à ton chien, par exemple, on va me balancer au bûcher. Ça, c'est un monsieur qui est maltraitant. Ça, c'est un monsieur qui est diabolique avec les chiens. C'est immédiat. Pourquoi est-ce important pour vous d'aider les chiens et leur maître à mieux vivre ensemble ? Le chien, c'est le compagnon de l'humain depuis des dizaines de milliers d'années. L'éducation, c'est la clé de tout. C'est la solution. Personne dans cette classe ne peut échapper à l'éducation. La cohabitation, c'est de l'éducation. C'est la clé de tout. C'est extrêmement important de bien savoir communiquer pour éviter les accidents. Hier, il y a une chienne qui a été abattue dans l'Ain. Chien-loup qui a été abattu dans l'Ain. Ça fait scandale. Une chien-loup assassinée. Sauf que cette chien-loup, ça faisait 15 jours qu'elle était en divagation. Elle a tué des animaux d'espèces protégées. Elle a attaqué, elle a essayé de tuer des animaux handicapés, faibles. Elle était une menace pour la vie des humains et elle revenait à la charge. Elle n'avait pas peur. C'était une vraie menace. Tout ça parce que monsieur, propriétaire de sa chienne, ne gère pas ses chiens correctement, n'éduque pas ses chiens correctement. Parce que les éleveurs font aussi n'importe quoi. Cette chienne a été abattue. C'est une excellente chose parce qu'elle était extrêmement dangereuse. Sauf qu'aujourd'hui, les idéologies nous disent « mais c'est pas la faute de cette chienne ». Si. Bon, c'est pas la faute de cette chienne, oui, parce que c'est monsieur qui a mal éduqué et mal géré ses chiens, l'éleveur qui a produit des chiens trop sauvages. Oui, on est d'accord sur le principe. Sauf que la chienne a été extrêmement dangereuse. Si on nous écoutait un petit peu, nous les vrais professionnels, tous ces accidents de cohabitation là, il n'y en aurait pas, ou très peu, beaucoup moins. Là, je vais dire quelque chose qui va pas plaire, ça va pas me faire des amis. L'idéologie positive de bien-être animal, de protection animale, elle a 25 ans. En France, ça fait 25 ans que ça prend de l'ampleur. Si on part du principe que le chien a été créé il y a 36 000 ans, c'est 0,069% de durée d'existence. C'est une chasse aux sorcières sur tous les professionnels qu'on va dire de l'ancien temps. Est-ce que la situation s'est améliorée ? On a de plus en plus de professionnels du comportement du chien en France. On a de plus en plus de refuges. On a de plus en plus de places en refuge, en famille d'accueil, d'associations. Ils sont toujours pleins, ils sont toujours sous tension. Il y a de plus en plus de chiens abandonnés, il y a de plus en plus de chiens à problème. Est-ce que la situation s'est améliorée ? Non, elle s'est considérablement aggravée. Méditez un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui peut être le plus difficile à vivre dans ce métier ? De ce que je viens de dire, toutes les petites guéguerres. À chaque fois qu'on diverge un petit peu, on s'en prend plein la figure. Les clients sont perdus. Quand vous posez une question, vous avez 70 réponses. Sur les 70 réponses, il y a un pro qui va être noyé au milieu de tout ça et qui va être agressé de tous les côtés parce que il dit la vérité. Il est dans la réalité et la réalité, elle plaît pas parce que la réalité, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. C'est à la fois blanc, c'est à la fois noir, c'est à la fois gris, c'est à la fois drôle, c'est à la fois pas drôle, c'est à la fois doux, c'est à la fois dangereux. La réalité, c'est ça. Moi, j'en ai marre de me manifester de plus en plus souvent et de dire « Coucou les gars, je vous avais prévenu. Il y a eu un problème, il y a eu un accident. Je vous avais prévenu. Ça fait des années que je vous le dis. Ça fait des années que je vous alerte. » Ce qui est de plus en plus difficile à vivre, c'est d'intervenir chez des clients qui ont écouté, qui ont parfois payé des fortunes des collègues, alors que la solution, elle est super simple. Il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois, il y a une cliente qui est devenue une amie. Ça faisait 2 ans et demi qu'elle faisait un cours par semaine avec des collègues. Est-ce que son problème s'est amélioré ? Non, il s'est aggravé. Nous, on a réglé le problème en 3 séances. On a pris 3 semaines pour régler le problème. Simplement, on a divergé derrière. Voilà. Moi, la cliente, par contre, je lui ai dit, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu que ton problème, il n'est pas si compliqué que ça. Ça, c'est très difficile à vivre. Et moi, très franchement, je suis fatigué. Comment faites-vous quand un chien vous attaque ? Je me défends. Il faut savoir, aujourd'hui, la loi, elle m'interdit de me défendre. La nouvelle loi de début juillet dit très clairement qu'en tant que professionnel, je n'ai plus le droit d'employer une méthode ou un geste qui inflige de la peur, de la souffrance, du stress, et je dois prendre en compte la volonté d'agir du chien. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de forcer le chien d'agir contre sa volonté. Autrement dit, je n'ai pas le droit de prendre un chien en laisse, puisque une laisse, ça empêche le chien de faire ce qu'il veut. C'est la loi, c'est le texte de loi. Une laisse empêche un chien de faire ce qu'il veut. Je n'ai pas le droit de forcer le chien à agir contre sa volonté. Je n'ai pas le droit de prendre le chien en laisse. Je pourrais me défendre si un chien m'attaque, parce que ça inflige de la souffrance. Interdiction de me défendre. Si j'arrive chez un chien qui est peureux, j'ai pas le droit, je dois partir, j'ai pas le droit d'infliger du stress, c'est interdit. Puis début juillet, j'ai pas le droit, je suis désolé, c'est la loi. Quand un chien m'attaque, je me défends, j'ai pas le droit, je le fais. Il s'est passé quelque chose cet été au parc des Combes du Creusot. On m'apprenait à conduire le petit train touristique. Sauf qu'on a croisé un Malinois en liberté. Ah bah oui, encore un Malinois.
Je suis désolé, mais c'est un Malinois. On a croisé un Malinois en liberté, qui a foncé sur le train, qui a commencé à longer le train avec sa balle. Là. Moi, j'ai cru qu'il passait sous le train. À plusieurs reprises, j'ai cru qu'il montait dans le train. J'ai des gens qui ont commencé à paniquer dans le train. Là, moi, je me retrouve bloqué. Parce que la loi m'oblige d'intervenir. Parce que si j'interviens pas qu'il y a un danger, non-assistance à personne en danger. Je me retrouve devant le juge, puis en prison. Par contre, si j'interviens, j'inflige du stress, de la souffrance au chien, potentiellement, et j'empêche le chien d'agir selon sa volonté. 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, hein. Qu'est-ce que je fais ? C'est la loi qui a été imposée par tous les militants du bien-être et de la protection animale. Il n'y a pas un seul professionnel dans le lot. C'est la loi. Et je le dis, publiquement. Moi, j'écoute pas la loi. Je l'écoute plus, parce que je ne peux plus travailler correctement. Je me mets en danger. Je mets en danger les autres. Je mets en danger les chiens. Et c'est pas avec cette loi que je vais aider les chiens, que je vais aider les gens. Quelle est votre plus belle réussite en tant que comportementaliste ? Il y en a plusieurs. Il y a un monsieur qui m'appelle une fois, Pascal. Il m'appelle, il me dit faut que vous veniez, je peux plus blairer ce chien. Elle fout à la SPA, je le supporte plus. Il est en colère, je lui ai dit écoutez monsieur, vous allez vous calmer déjà pour commencer parce que on ne parle pas comme ça. J'arrive là-bas, je comprends pas, je tombe sur un monsieur qui est fâché, je tombe sur un border collie qui s'appelle Nils, mon pote. Formidable. Je lui dis écoutez, vous m'emmerdez. Au client, je dis vous me faites chier. Vous m'emmerdez, c'est bon. Vous me sortez les papiers d'identification du chien, vous les signez, moi j'emporte votre chien parce qu'il est formidable. Ah bon ? Oui, votre chien il est formidable, c'est juste vous qui comprenez pas votre chien qui vous énervez, je vais vous expliquer votre chien. Quand je suis revenu la fois suivante, il adorait son chien. Aujourd'hui encore, il adore son chien. Et une dame qui est venue une fois avec Leia, ma princesse. C'est une énorme berger d'Anatolie. 70 kilos la bestiole, Elle est arrivée collier électrique, hyper inquiète. Sa chienne là, hyper dangereuse, etc. qu'elle me disait. Je dis mais non, ta chienne c'est une princesse. Elle est venue plusieurs fois en pension, je lui ai démontré que sa chienne en fait c'était une princesse. C'est une princesse au point où quand elle venait en pension à la maison, il fallait mettre son matelas et sa couverture s'il vous plaît à cet endroit du box. Il fallait mettre son seau d'eau à cet endroit, sa gamelle à cet endroit et pas de chauffage. Sinon elle rentre pas. Et il fallait qu'elle soit toute seule, donc elle voulait bien sortir avec les garçons. Elle était amoureuse de Nanook le bouvier bernois par exemple. Mais attention, Nanook ne devait pas venir dans son box. Ta chienne c'est une princesse, c'est tout. Aujourd'hui, elle vit sur son matelas chez la cliente. Pourquoi votre rêve est-il d'avoir un propre refuge pour animaux ? Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que n'achetez pas, adoptez, ça marche pas. Parce que quand vous allez dans un refuge, vous faites un chèque pour adopter votre chien. Ça s'appelle un achat. Quand vous allez chez un éleveur, c'est pas le chiot que vous achetez. Vous récompensez le travail incroyable de l'éleveur. Quand vous tombez sur un bon éleveur. Je veux prouver à tout le monde que élevage et refuge, c'est pas incompatible, c'est complémentaire. Moi, ce que je voudrais faire, c'est me spécialiser dans l'accueil des chiots, dans l'accueil des jeunes et faire de l'éducation. Les faire adopter à 6 mois, 9 mois, 1 an, avec un gros travail éducatif derrière, comme si c'était mes propres chiens. Mais je pense qu'il y a trop de chiots dans les fourrières. Tous les gens qui me connaissent, ils vont se rappeler de ce qui se passe quand un professionnel se présente dans un refuge pour dire quand un refuge a des chiots devant un carton, abandonnés devant son portail, quand un pro débarque et dit « moi je vais m'en occuper, moi je vais les éduquer, ce sera gratuit ». Tous les clients auront 50% de promo sur les cours d'éducation à vie. Les gens qui me connaissent vont savoir ce qui se passe, vont se souvenir du scandale que ça déclenche. Et les gens qui ne se souviennent pas, je vais vous inviter à me contacter, je vais tout vous raconter. Il n'y a pas de diffamation, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Parce que si on veut offrir un refuge, par définition, on est bénévole. Il n'est pas possible de passer autant de temps à travailler l'éducation d'un chiot, à travailler pour prendre soin de chiots, pour sauver des chiots qui sont parfois compliqués, et être bénévole, toucher aucun salaire derrière. Votre professeur, là, elle n'est pas bénévole, et elle a raison. On ne peut pas faire ce travail-là en étant pleinement bénévole. C'est pas possible. Tant que les gens n'auront pas compris, moi je le ferai pas. Tant que les gens n'auront pas compris aussi que parfois ça veut dire non, je ne peux pas sauver ce chiot parce que je ne suis pas capable. Tant que les refuges s'attaqueront entre eux, tant que les militants s'attaqueront entre eux, et tant que j'aurai l'obligation d'être bénévole, moi je ne ferai rien du tout. Parce que j'ai une famille à nourrir, j'ai des chiens à nourrir. Et il n'est pas question que je passe 20 heures par jour à travailler gratuitement. Parce que c'est pas ça la vie, Merci beaucoup à Victor Morin, éducateur canin et comportementaliste animalier, d'avoir répondu à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du collège Condorcet de La Chapelle de Garcet, en atelier scolaire avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de notre classe sur le site internet radioaléo.fr.